Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, merci de nous rejoindre et j'ai l'immense plaisir Plaisir partagé. voilà, de recevoir Xavier qui a exprimé l'envie de partager avec nous, avec vous, ses impressions en fait avec ces nouveaux Wedge Martin. Et bon, alors moi, effectivement, je me suis dit dans un premier temps, mais faire une visio sur des wedges, qui est quand même un truc plutôt particulier, oui. Entendu. Ressenti, oui. quoi. C'est un petit peu comment on va faire un truc pareil. Et puis, Xavier, tu m'as dit, mais vraiment, bref, je te laisse. Oui, en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces wedges. Je raconte peut-être l'histoire de comment j'ai croisé leur chemin. Voilà. Donc, l'année dernière, pendant le premier confinement, suite donc à la pandémie, j'ai eu la chance d'avoir Romain Dambrine, qui travaille donc maintenant chez Algam et qui a été longtemps à mes côtés en tournée. Ça a été mon fidèle compagnon. M'a proposé, avec la complicité de Didier Pérez, qui est donc le directeur d'Algam Entreprise, de m'envoyer du matériel pendant le confinement de façon à ce que je pète pas les plombs. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai plutôt tendance à être un peu hyperactif. Et donc, ils m'ont envoyé une console à l'Enanif et quelques petits gadgets avec. J'ai eu une première découverte qui était les consoles Enanif, que je connaissais très peu. Un coup de cœur pour ces consoles. Et voilà, exactement. J'ai eu la chance d'avoir la C1500 pendant pratiquement 8 semaines. Et la suite logique a voulu que je rencontre Didier Pérez en dehors du milieu des tournées, parce qu'il était venu me voir une ou deux fois en tournée. Et donc j'ai pu avoir la chance de rencontrer les différentes personnes qui constituent Algam Entreprise au sein de leurs locaux, donc à Paris. Et j'ai découvert un lieu qui est assez fantastique, puisque c'est en plein Paris, à la différence de beaucoup de distributeurs qui sont dans la banlieue ou dans d'autres villes, et de trouver un endroit où on peut essayer du matériel, discuter avec les gens qui sont derrière les marques, mettre des visages sur les noms, et hyper important d'avoir une communication avec eux. Et donc je suis resté plusieurs jours pour travailler sur la console de façon plus poussée, et avec d'autres matériels, avec des différents micros que je n'avais pas forcément chez moi. Et Romain m'a dit, au fait, faut que je te fasse essayer quelque chose. Et il était un peu mystérieux vis-à-vis de ce que c'était. Et il m'a amené donc ces deux wedges-là, que je connaissais pas du tout. On les a branchés, et lui, il savait ce qu'il faisait, parce qu'il connaît mes goûts. Et j'ai pris une vraie tarte. C'est le terme que j'utilise souvent, avec le X300, puis avec le X500. Et je me suis amusé un petit peu donc toute la journée avec. Je suis revenu la semaine d'après, et j'ai eu tendance, non seulement à cause des wedges, mais aussi parce que l'ambiance qui règne ici, à faire traîner un petit peu et à rester plus longtemps que prévu. Et donc du coup, j'ai pu pousser un petit peu mes essais avec ces wedges-là. Et plus je les ai essayés, plus je suis tombé amoureux de ces boîtes-là. Pour moi, c'est un des meilleurs wedges qui existent actuellement. Simplement. Tout simplement, oui. Vraiment. Et ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement difficile à convaincre pour ce qui est des wedges. Jusqu'à maintenant, j'étais convaincu par une marque, et là, c'était un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Okay. Voilà. Cool. Alors, comment as-tu procédé à ces essais? Alors, oui. Je vais expliquer un petit peu ça. Complètement. Donc, en fait, à la base, j'étais donc venu pour continuer à travailler sur la console. Donc, j'avais amené avec moi des bandes multipistes d'une des dernières tournées que j'ai faites. Et donc, du coup, c'est du matériel musical que je connais, que j'ai eu l'habitude d'entendre pendant ces dernières années. Une toute petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire ça. Quand même, le palmarès du garçon, c'est juste hallucinant. Pour ceux qui le connaîtraient moins, t'as eu passé la plupart des têtes d'affiche de la scène musicale française. J'en ai quelques-uns, oui. Qui ont confié leurs oreilles. Donc c'est pas une mince affaire. Donc une expérience de ouf. Ouais. Cette liste. J'ai eu de la chance de travailler pour beaucoup d'artistes de qualité, on va dire. Et puis ça s'arrête pas là, parce que depuis 5 ans, oui, je travaille plus à l'international, et j'ai la chance
de travail pour Sting depuis quasiment 5 ans maintenant. Donc, ouais, voilà. Oui. Alors en français qui s'exporte. Il en faut. Donc, oui, le fait est que je commence à être vieux, mais en même temps, l'avantage, c'est que j'ai aussi de l'expérience et c'est vrai que je sais maintenant ce que j'attends d'enceinte. Je sais ce que je peux attendre d'Artour. Je les ai à peu près tous essayés. Il y a beaucoup de bonnes enceintes sur le marché, il faut pas. Mais celle-ci, elle est réellement quelque part unique. Mais je pense qu'on développera ça. Voilà, peut-être les petites différences qu'il y a par rapport à d'autres wedges. Petite parenthèse technique. Alors c'est vrai que grosso modo, si on essaie un petit peu de décrire ce qui existe, on a des wedges coax et on a des wedges pavillonnés. Complètement. Grosso modo. Donc le coax, il a des avantages. Ouais. Alors c'est notamment la mise en phase qui est parfaite, le fait que réellement, sans entrer dans la technique, le fait qu'on entende le son venir d'un seul point, d'un seul endroit, et pas quand on monte dans les fréquences d'entendre vraiment la trompe par rapport au HP de grave. Maintenant, ça a des inconvénients aussi, parce qu'on a un problème de contrôle de la directivité. Et puis, un problème de quand on travaille à fort niveau, parce que ça peut arriver, même souvent, on rencontre des problèmes. Là, Martin, moi je te laisserai développer ce qu'ils ont fait, mais ils ont vraiment, c'est ce qui m'a... mes premières impressions quand j'ai mis donc les bandes multipistes, ça a été la qualité du son, et très rapidement, ça a été le niveau qu'on pouvait atteindre, le volume sonore qu'on pouvait atteindre avec ces enceintes-là, sans perte de qualité sonore, parce que il y a plein de wedges qui existent sur le marché qui sont capables d'avoir des forts niveaux. Maintenant, la façon dont ils se comportent à faible ou haut niveau, c'est complètement différent. Et la balance tonale va changer, le wedge va se mettre à compresser, parce que l'excursion du haut-parleur ne lui permet pas d'aller au-delà d'un certain niveau. Là, on garde cette même qualité, avec la possibilité, si besoin, d'atteindre des niveaux et par conséquent aussi une certaine agressivité, si on veut. Ce qui n'est pas possible avec la plupart des wedge coaxiaux, en tout cas selon mon expérience. Alors l'agressivité dont tu parles, qui est un terme qui peut être aussi péjoratif, là parfois, toi tu le vois comme un avantage. Voilà. Est-ce qu'il s'agit un petit peu de ce côté mordant, ce côté qui peut transpercer un son de scène? Alors certains vont dire, quand je dis l'agressivité, c'est la possibilité de traverser un certain niveau sonore sur scène. Par exemple, si vous avez un chanteur et dans un groupe de rock avec des niveaux d'ampli de guitare qui sont au-delà du réel, il faut arriver à sortir la voix. Et la seule possibilité de faire ça, c'est si on a un wedge qui a à la fois la directivité maîtrisée, parce que c'est aussi ce qui va offrir une certaine résistance sur l'arsène, c'est ce qui va permettre de garder cette articulation de la voix qui est hyper importante. Très souvent, j'entends des personnes qui vont, quand ils vont tester des enceintes, des wedges, vont dire voilà, ça sonne bien en écoutant de la musique. Un wedge, ça doit être capable de faire tout, c'est-à-dire d'avoir un son de qualité à faible niveau comme à haut niveau, et y compris arriver à pouvoir garder cette articulation dans le médium. Alors, j'ai entendu dans le passé, parce que Martin, c'est une compagnie ancienne, je crois qu'ils viennent de fêter leurs 50 ans. Ils ont eu plein de wedges qui ont été des best-sellers, des wedges qui ont été mythiques, et qui n'étaient pas forcément les enceintes les plus flatteuses à l'époque. Ouais. Maintenant, ils ont réussi à trouver cette même précision dans le médium, de la garder, tout en offrant la qualité tout autour. Parce que c'est vrai que les LE 400 avaient cette réputation d'être des wedges assez médium, mais qui faisaient le travail réellement... entre guillemets, rock'n'roll. Rock'n'roll, exactement. Là, ils ont réussi à sortir une boîte qui est capable de faire tout. Et tout en gardant... parce que c'est bien beau de vouloir faire beau. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir de la réserve, et de la réserve dynamique, de la puissance. Et réellement, quand j'ai écouté ces wedges, j'ai l'impression de conduire une voiture de sport. C'est-à-dire qu'il y a le confort, et en même temps, si on appuie sur un pédale d'accélération, il y a vraiment des chevaux sous le capot. Et
sans perdre la qualité sonore. Parce qu'on peut aussi, il y a plein de wedges qui existent, qu'on peut pousser à des niveaux sonores assez impressionnants. Par contre, la qualité du son passe à la trappe. Okay. Voilà. pour faire... Bah ouais. Donc côté tu l'as dit, le coax, cet avantage, cette cohérence de phase qui fait qu'on a vraiment un point source unique et donc cette précision, forcément cette définition. Le revers de la médaille, c'est un petit peu le son qui se barre un petit peu comme il peut, qui se diffuse un petit peu comme il peut. Et puis inversement, les wedges pavillonnés, donc là on a un contrôle de directivité avec par contre deux sources distinctes, avec effectivement dans la zone de recouvrement du coup un contrôle qui est aussi moins précis. Ouais, qui est compliqué. Alors donc c'est vrai que l'idée de Martin Audio, c'était un petit peu de quelque part de retrouver un petit peu, de garder le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a un wedge, c'est un coax, mais il est pavillonné effectivement. Donc si on peut zoomer un petit peu sur ce qui se passe donc à l'intérieur du wedge. Donc on a une amorce de guide d'onde au niveau de la sortie du moteur d'aigu, et puis qui se prolonge, vous voyez, avec ce guide d'onde, il est directement en fait imprimé sur la membrane de grave, et ça se poursuit, vous voyez, sur la partie supérieure du wedge, de manière à minimiser d'une part la diffraction avec le bafflage de l'enceinte, mais surtout à donner à ce pavillon une dimension plus importante, parce que c'est le côté dimension physique, il est très important, parce que c'est grâce à cette dimension physique qu'on va pouvoir contrôler la directivité plus bas en fréquence, parce que c'est facile de faire un moteur d'aigu, un guide d'onde pour la partie aiguë, effectivement ça va permettre de contrôler ce qui se passe, on va dire vraiment dans la partie médium et supérieure du spectre, mais bien évidemment la voix ça commence pas à 1 kHz, ça descend plus bas, donc plus on va pouvoir contrôler bas cette directivité, plus on va gagner en contrôle global. Donc vous voyez, on a grosso modo ici d'un bord à l'autre de l'enceinte un peu plus de 50 cm, ce qui veut dire que en termes de, si on ramène ça à la longueur d'onde, ça correspond à peu près à 700 Hz. Ce qui veut dire qu'on peut prétendre à partir de 700 Hz à commencer à contrôler les choses, et ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'on a vraiment le cœur de la voix qui est à l'intérieur de cette plage de contrôle. Complètement, ouais. Et ça c'est quelque chose qui m'a assez surpris, parce que évidemment après avoir essayé les enceintes avec les bandes multipistes que j'avais, très rapidement, et ça je pense que c'est le réflexe de n'importe quel ingénieur du son retour, c'est la réalité, elle se passe, et la vérité, alors c'est peut-être un terme un petit peu pompeux, mais c'est la voix. Donc la chance c'est qu'Algam importe les micros Shure, donc autant dire qu'il y a le choix et que c'est les micros qui restent encore les plus utilisés dans le monde. Alors, évidemment, le légendaire SM58, mais le Beta 58A, le Beta 87, les différentes versions du Beta 87. Bon, j'avais sous la main Ludo Sarnal, qui est Monsieur Shure, on salue d'ailleurs. Et donc, j'ai pu passer toute une gamme de micros, voir comment les wedges se comportaient, avec un seul wedge, deux wedges, évidemment, essayer de voir le genre de niveau qu'on pouvait avoir, le comportement à faible niveau comme à fort niveau, avec des effets. Tout à l'heure, on fera un essai avec la reverb. Alors évidemment, ce que vous allez entendre là, c'est juste c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Je vous invite d'ailleurs pour illustrer un petit peu voilà. le genre de test que tu es amené à faire. Complètement. Et on s'est même amusé à utiliser des micros qu'on n'utilise jamais en live pour voir comment ils se comportaient. Et le contrôle de la directivité de ces wedges-là est absolument impressionnant. Et il y a une chose qui m'a surpris tout de suite, c'est le fait que l'on soit au-dessus du wedge ou à distance, on a le même genre de réponse en fréquence. Alors évidemment, on perd un petit peu de niveau en s'éloignant, mais à peine. Et ça, c'était la chose la plus surprenante. Et ça, c'est une des technologies qu'a développé Martin, et je pense que c'est les seuls à proposer ça actuellement. Pour moi, c'est une vraie révolution. Parce que la plupart des wedges qui ont ce genre d'inclinaison, qui est évidemment recherché parce que ça soit sur les plateaux télé ou sur les festivals ou sur les tournées, les choses sont de plus en plus basées sur le visuel.
et donc on nous demande quelque part de ne plus exister visuellement. C'est-à-dire que les enceintes qui avant faisaient partie d'un show, maintenant elles doivent plus être visibles. Le problème d'avoir des wedges qui ont ce genre d'inclinaison, c'est que généralement, au niveau de la couverture, on a des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on a une pleine réponse de bande fréquence quand on est au-dessus de la boîte, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on perd toute la précision. Donc on est un petit peu comme classiquement une sorte de faisceau. Complètement. Donc l'artiste, s'il met sa tête dans le faisceau, il en prend plein les oreilles, tout va bien. Et puis mais cette zone, elle est très très étroite. Complètement. Là, ouais. Donc là, l'idée, effectivement, c'est que d'une part, donc, on a du coax. Vous l'avez compris, la particularité, c'est qu'on a le meilleur des deux mondes, il est aussi pavillonné. Et au lieu d'avoir une ouverture en fait constante, l'ouverture, elle est en fait différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle est asymétrique en réalité. Ça veut dire que l'idée, c'est que dans l'axe supérieur du wedge, c'est-à-dire quand l'artiste va se situer au-dessus du wedge, l'ouverture est plus importante, on a 60 degrés. Et à l'inverse, lorsque l'artiste va se reculer, en fait, le wedge, il va continuer effectivement à diffuser vers l'arrière. Et la particularité, c'est que cette directivité, elle va se resserrer. Et ça, c'est intéressant parce que le but du jeu, c'est que, évidemment, plus on s'éloigne, plus on peut aussi se rapprocher des copains. Le but du jeu, c'est pas d'aller baver sur les autres. Ouais. Et le fait de ce resserrement permet du coup d'augmenter la sensibilité en réalité dans la zone utile, donc la portée, la couverture, ce qui veut dire que effectivement on va dire jusqu'à 2-3 mètres, l'artiste il reste dans un faisceau de son qui reste assez stable en termes de balance tonale. Complètement, ouais. Et de niveau. Il reste dans sa bulle. C'est-à-dire parce que j'aime bien appeler ça comme ça, c'est-à-dire que quand un artiste est dans sa zone de diffusion des wedges, il est dans une espèce de bulle. On peut voir là sur les alors on a un petit mapping, qui illustre bien ce qui se passe. Donc là, vous voyez à gauche, on a un rectangle qui fait 3 mètres de large par 4 mètres de profondeur. Vous voyez, elle symbolisait l'artiste. Donc, le plan de couverture là simulé, il est à hauteur des oreilles de l'artiste. Et vous voyez ce qui se passe en termes de couleurs, c'est qu'on est en fait la zone jaune en fait elle se situe à moins 6 dB par rapport à la zone intérieure qui est en rouge. Et donc vous voyez que grosso modo cette zone rouge elle forme, si on l'observe maintenant vu de dessus sur le visuel de droite, on a une forme qui s'apparente à quelque chose de rectangulaire. Mmh. Donc ça veut dire que quand l'artiste il est effectivement au-dessus du wedge, il a déjà cette largeur, il peut quand même s'écarter un petit peu légèrement sur la gauche et la droite sans être obligé de rester vraiment collé au centre pour être dans le son. Et de la même manière, il va pouvoir aussi se reculer un petit peu, bouger avec sa guitare, se ravancer, etc. Et vous voyez avec une variation de niveau et timbre qui reste somme toute assez faible. Complètement, ouais. Complètement. Et ça a plein d'avantages. Que ça soit sur des grandes scènes ou sur des petites scènes, typiquement quand on fait des petites scènes, genre club, etc., le problème d'avoir les wedges collés les uns aux autres, c'est qu'en gros, le mix que va avoir le guitariste va affecter le chanteur, puisqu'il est juste à côté, avec des wedges traditionnels, encore plus quand c'est des coaxiaux, parce qu'ils ouvrent, la plupart ouvrent extrêmement large. Là, l'avantage, c'est que grâce à ce contrôle, grâce à ce contrôle, on minimise les problèmes. Et ça, c'est extrêmement important à souligner. C'est-à-dire que même sur des petites scènes, tout d'un coup, on arrive à nettoyer, parce que il est bien évident que si le chanteur est gêné par les wedges du guitariste ou les wedges du bassiste, il va avoir tendance à lui demander à être plus fort, et du coup, c'est une espèce d'escalade de niveau qu'on a tous connu. Là, c'est réellement un avantage. Sur les grandes scènes, c'est de la même façon, le fait que ça puisse tirer aussi loin, j'ai jamais entendu de wedge qui portait aussi loin, pas des coaxiaux. Et réellement, même à 2-3 mètres, on arrive à avoir une pression sonore qui est extrêmement importante. Alors je vois qu'il y a une petite question. Oui, absolument. Salut David. N'hésitez pas à nous poser vos petites questions. Le petit panneau questions-réponses est là pour vous. Voilà, alors j'en profite pour saluer David. Salut David. Donc, alors la question c'est l'écartement idéal entre les deux wedges. Quel angle faut-il faire? Alors l'écartement entre les deux wedges, j'ai envie de dire, il est assez classique
en centimètres, je ne pourrais pas le dire, mais c'est en gros un pied de chaque côté du pied de micro, on va dire entre 1 mètre et 1 mètre 20 d'écartement. Après, ça dépend du micro que tu utilises, parce que un micro cardioïde ou hypercardioïde ne va pas se comporter de la même façon. Donc, il va falloir bouger un petit peu pour éviter les accrochages dans les très hautes fréquences. C'est une des qualités que j'ai trouvées sur ce wedge-là, c'est que la résistance au Larsen est absolument monstrueuse. Je vais faire une petite démo tout à l'heure, rapidement. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, parce que ça va être à travers vos haut-parleurs d'ordinateur ou casque si vous les avez, mais je me suis amusé à essayer de pousser le wedge dans toutes les limites possibles. Et à travers mes années d'expérience, j'ai eu la chance, même si c'était pas facile, de travailler avec un chanteur qui s'appelle Julio Iglesias et qui demande énormément de reverb, qui chante avec le micro ici, qui veut un niveau de cheval et beaucoup d'aigus sur la reverb. Et avec ces wedges-là, parce que c'est un des tests que je fais, dès que je découvre des nouvelles boîtes, c'est un des premiers tests que je fais. J'essaie d'avoir le plus gros niveau de voix en gardant l'articulation, le timbre de la voix, qu'on puisse reconnaître sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important avec ce wedge-là, c'est que on comprend ce qu'on dit. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement important. Même à haut niveau, il n'y a pas de fréquences qui viennent perturber le timbre de la voix. Et essayer donc avec une reverb de 9-10 secondes et en la faisant briller. La plupart des wedges, très rapidement, on se prend des Larsen, y compris à des fréquences qu'on n'imaginait pas pouvoir en avoir, c'est-à-dire extrêmement haut. Là, c'est pas le cas, parce que la directivité est maîtrisée. Donc, j'ai envie de dire, l'écartement des wedges, il n'y a pas réellement de règles, puisqu'il faut l'adapter au micro qu'on utilise. C'est le même genre d'écartement que je mettrais avec d'autres wedges, peut-être un petit peu différemment. Il faut le faire à l'oreille. Il n'y a pas vraiment de règles. Quant à l'angle, c'est bien que tu poses cette question-là, parce que je voulais en parler. Sur ces boîtes-là, il y a à l'arrière, on va le tourner, tac tac, à l'arrière, il y a des pattes en acier qui sont là et qui permettent d'angler le wedge. Ce qui fait que sur un plateau télé ou sur une grande scène de festival, on peut se permettre d'angler les wedges de façon à les tirer encore plus loin. C'est une possibilité qui est offerte en plus. J'ai envie de dire, sur une grande scène, on va peut-être avoir tendance à les angler. On gagne une dizaine de degrés, en voilà. fait, d'angle. Mais sinon, j'ai envie de dire, juste comme ça, posé, sur la plupart des scènes qu'on connaît en France, scènes de Zénith, j'ai envie de dire, à plat comme ils sont, c'est juste parfait. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je veux en venir aussi aux autres qualités que j'ai trouvées à ce wedge-là. En tout cas, expliquer un petit peu tous les tests par lesquels ils sont passés. Déjà voir la solidité de la boîte. Bon, ils sont dans la moyenne au niveau du poids. Le X300 a tendance à être plus léger que la plupart des concurrents, ce qui est un avantage parce que, mine de rien, et ça, je pense que vous le savez. X300, c'est le petit frère. Voilà. 12 pouces. 12 pouces qui est... il est moteur 1 pouce 4. On va vous le montrer, et, je pense. Et très compact. Voilà. Donc le 12 pouces, c'est un poids léger puisqu'il pèse une vingtaine de kilos, je crois. Moins de 20 kilos. Moins 20 kilos, 19 kilos. Donc ça, c'est agréable quand on les manipule tous les jours, et Dieu sait que on en manipule. Ensuite, c'était le fait de voir comment ils étaient foutus ergonomiquement. Donc ils inspirent confiance au niveau de la solidité, et ça, c'est important pour les prestataires, parce qu'il est évident, quand on investit une certaine somme dans un système de wedge, il faut que les boîtes survivent aux différents types de prestations, que ça soit en festival, sur des tournées rock, pour qu'ils soient présentables sur d'autres types de prestations, que ça soit un concert de jazz ou de l'événementiel, parce qu'il est évident que c'est hors de question de présenter devant un artiste des wedges qui soient cabossés ou abîmés. Donc un des premiers tests que j'ai fait physiquement, bon, à part les porter, les manipuler, c'était voir comment ils réagissaient à très fort volume, voir si ils bougeaient, parce qu'il y a énormément de wedges que j'ai pu tester dans le passé. Si on se met à travailler à très fort niveau, je pense que certains d'entre vous ont dû le vivre, les wedges commencent à bouger. Or, quand on travaille à fort niveau, on veut surtout pas que les wedges bougent, parce que le calage qu'on a fait sur les micros de voix, etc., juste le fait qu'un wedge bouge un peu au niveau de l'angle, et là tout d'un coup vous allez avoir des problèmes de Larsen,
vous n'avez pas rencontré, ça devient critique. Ça devient critique, hein, parce que quand je parle de fort niveau, c'est quand on atteint les 120, 130 dB, ce qui arrive plus souvent que ce qu'on pense. Et ces wedges-là, j'ai eu beau les pousser, et les personnes qui sont voisines du studio Shalgam, malgré le fait que le studio soit très bien isolé, ont pu voir les expériences, apprécier et voir les expériences que je menais au sein du studio. Les wedges ne bougent absolument pas. Ils ont des petites pattes dessous qui leur permettent de rester stables. Ils sont équipés de ces pattes-là aussi sur les côtés, ce qui fait que sur un drum fill, j'ai fait ces essais-là aussi, posés sur un sub, ils ne bronchent pas, même à très haut niveau. Et ça, c'est une qualité. Ensuite, la résistance à un concert de rock, par exemple. On connaît tous la propension des musiciens et des chanteurs à aller soit monter, escalader. Donc, un des premiers tests que j'ai fait, évidemment, c'était de monter sur wedge, vous mettre des coups de pied dedans, et la grille ne bouge pas. Ils sont stables, c'est-à-dire que même si on monte dessus, on se casse pas la gueule. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas spécialement à un poids plume. C'est stable, ça ne bouge pas. Et ça, c'est peut-être un détail, mais c'est extrêmement important. On a tous vécu des scènes où on voit notre artiste commencer à s'appuyer sur le wedge et passer et basculer de l'autre côté. Bon, ça arrive une fois, ça arrive pas deux fois, parce que généralement, soit vous êtes remercié, soit le chanteur est à l'hôpital. Bon, c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais c'est extrêmement important de juger ça, parce qu'il y a des enceintes de retour qui ne survivent pas à 2-3 concerts de métal ou de rock. Donc ça, la solidité est extrêmement importante. Le côté, la taille, évidemment, vous pouvez voir que le wedge est extrêmement petit, et quand on entend le niveau qui sort de cette boîte, c'est absolument monstrueux. Le X300, ouais. Le X300. Ouais. Le X500, vous voyez, il n'est pas beaucoup plus gros, et c'est réellement c'est des machines de guerre, c'est Panzer Division. Ensuite, quelque chose aussi qui m'a l'aspect câblage, peut-être. Ouais, l'aspect câblage. Merci Bruno, c'est là où je veux. C'est le fait qu'on puisse brancher. Il y a 4 prises sur chaque wedge, donc sur le côté, dans les poignets, mais aussi à l'avant, ce qui permet selon les configurations, de pouvoir les câbler facilement, les décabler facilement lors d'un changement de plateau, et éviter ce qu'on a connu tous, je pense, sur certaines marques, d'avoir le chanteur qui appuie ou qui prend le pied qui rip et qui casse la prise dans le connecteur du wedge. Donc vous voyez les 2 prises à l'avant qui sont en retrait quand même pour être protégées. Pour être protégées, oui. Et puis la particularité du X300, c'est que lui, il est commutable en fait en biamp ou en passif, ce qui n'est pas le cas du gros X500 qui lui fonctionne exclusivement en actif. Voilà. Là, vous pouvez effectivement économiser des pattes d'ampli éventuellement avec ce modèle-là dans les cas où vous avez besoin d'un petit peu moins de précision ou de niveau. Après, une autre chose aussi parce que c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément tout de suite, c'est le côté maintenance. La grille s'enlève extrêmement facilement, le wedge se démonte extrêmement facilement. Alors, pour vous dire, j'ai travaillé à peu près au moins une quinzaine de jours sur ces wedges-là, par série d'allers et retours ici, et j'ai poussé les wedges dans leur retranchement. Il n'y a pas eu de casse, alors que j'ai poussé réellement l'ampli dans ses limites. Ouais. Alors, en sachant que généralement, quand je faisais ce genre de test, si quelqu'un était présent dans la pièce, il sortait. Et c'est-à-dire qu'on atteint des niveaux absolument colossaux. Voilà. Alors on peut peut-être montrer l'ampli rapidement. Donc en fait, on a une plateforme d'amplification dédiée qui s'appelle l'IK42. Vous devrez la voir. IK42. Donc c'est un ampli 4 canaux. C'est un 4 x 3 kg sous 4. Et c'est la plateforme dédiée pour ces wedges de la série XE. Alors une petite parenthèse aussi, il existe dans la gamme Martin une autre série de wedge, la série LE, qui est également nouvelle, qui bénéficie aussi du coax pavillonné, dans une version un petit peu simplifiée, un petit peu plus économique, donc un peu plus abordable, qui eux, on peut les alimenter avec des amplis
dont vous disposeriez déjà par ailleurs, par exemple. Il n'y a que les XE qui nécessairement doivent fonctionner avec cette plateforme IK42, ces amplis icônes. Pourquoi? Parce que Martin Audio, qui avait dans les séries précédentes, les LE1200, les LE1500, effectivement, avait quelque part autorisé effectivement tous les prestataires utilisateurs à choisir leur plateforme d'amplification, n'imposait pas. Le problème qu'on avait avec ça, et le problème qu'a rencontré Martin Audio, c'est qu'il n'y avait pas deux wedges dans le monde qui sonnaient pareil. C'est pareil. Alors ça, c'était un vrai souci. Et donc, du coup, ils se sont dit, à ce niveau de performance, que les gens, quand même, ils recherchent, c'est une garantie de résultat. Ça se comprend complètement. Alors, c'est contraignant. Si vous avez, évidemment, plein d'amplis sur les étagères, ça veut dire, si vous voulez accéder à ce niveau de performance, ça veut dire qu'il faut acheter un ampli spécifique avec le wedge. Par contre, la garantie du résultat, elle est là. Mais ça se comprend. Et moi, je l'ai vécu ça parce que j'ai travaillé assez souvent avec des LE1200 et selon le prestataire qui les fournissait, on avait une qualité de son ou une autre. Et réellement, ça peut poser des problèmes parce que sur le papier, l'artiste, lui, sur le papier, l'artiste en réel, il va tomber sur ses wedges, il demande les mêmes wedges que d'habitude. Demande cet outil. Ça sonne pas pareil. Oui. Donc ça, c'est un réel problème. Alors, non seulement le type d'ampli qui était fourni, mais après, il y avait des prestataires qui faisaient différents presets avec des fréquences de coupure différentes. Et ça, ça a été un vrai problème. C'est un petit peu comme si vous achetiez une Porsche et que dedans, il y a un moteur de Clio. C'est un petit peu extrême. Dans le pire des cas. Mais dans le pire des cas. Ouais. Mais il y a vraiment une réelle disparité des résultats. Et donc voilà, si on achète les wedges Martin, on a l'ampli qui va avec, ils sont optimisés pour, les réglages sont optimisés pour, et sincèrement, la qualité, alors évidemment la puissance qu'il y a derrière, c'est un gros moteur. On a des chevaux sous le capot, et ils sont adaptés à ces enceintes-là, et on le sent. Il n'y a pas de... Ça m'est arrivé sur les 1200 d'avoir des problèmes où l'ampli, on a l'impression que le son se compresse. Tout ça venait du fait que certains prestataires protégeaient plus leurs enceintes que d'autres, et ça, c'est un réel problème. Bon, après, il faut savoir ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, cet ampli-là permet vraiment de... J'imagine qu'il y a des protections nécessaires. En tout cas, moi, je les ai poussés à un niveau où je n'entendais pas les effets de la protection. Et je pense, j'ai pas les oreilles suffisamment solides pour supporter, voilà. Alors c'est vrai que les protections agissent, mais il s'agit pas effectivement de processing qui travaille sur, qui modifie le timbrage ou qui ferait de la compression multibande ou de l'égalisation dynamique. Il y a pas du tout ce genre de choses. Ouais. C'est vraiment de la protection mécanique sur le débattement et évidemment le signal électrique qui est fourni aux amplis, mais vraiment quand on est à des niveaux de retranchement qui sont assez dingues. Parce que pour t'avoir entendu avec le multipiste, quand on voyait le niveau que tu arrivais à sortir en continuant à charger ce mix, charger la mule, et qu'on voyait l'ampli qui modulait tranquillement dans le verre, et on en avait déjà effectivement plein les oreilles, c'est-à-dire que là, la plupart des gens arrivaient pas à tenir dans la pièce. Quitter la pièce, oui. Même moi, j'avais du mal à supporter ce que je faisais. Je les ai poussés au clip une ou deux fois, et c'était juste, c'est intenable. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu chargeais ce mix, il n'y avait pas cet effet de compression ou de changement de balance tonale. Complètement. C'est une des qualités que je trouve à ce wedge-là, c'est-à-dire qu'il y a réellement une possibilité de... Il y a tellement de chevaux sous le capot, il y a cette possibilité à aucun moment donné, votre mix va s'écrouler. C'est-à-dire que ça arrive très souvent, on commence... je pense que tout le monde travaille à peu près pareil, on commence toujours à caler la voix, puisque c'est la chose la plus difficile à sortir dans un mix, et ensuite on bâtit le mix autour de ça. Et très souvent, si on a un chanteur qui a envie d'avoir non seulement sa voix très forte, mais avec la qualité et la dynamique, derrière, quand on commence à rajouter un mix complet, fort aussi, du coup, on commence à perdre l'intelligibilité de la voix, on commence à avoir un son qui commence à se compresser. Voilà, et je parle même de compression physique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la boîte
a un problème à livrer ça. Là, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on garde l'intelligibilité de la voix, on garde la puissance, et le tout est de façon contrôlée. Ce qui m'amène à parler d'autre chose, d'un autre aspect de ce wedge qui me plaît énormément, c'est que contrairement à pas mal de boîtes que j'ai rencontrées ces dernières années, à aucun moment donné la boîte rentre en résonance. Il n'y a pas ce phénomène où la caisse commence à avoir des résonances dans certaines fréquences qui posent des vrais problèmes. Sans citer de marque, il y a certaines boîtes, quand on les pousse, autour de 300-400 Hz, ça devient un enfer, ou plus bas même des fois. Là, c'est contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résonance parasite qui viennent de la boîte, même à très fort niveau. La directivité aussi, dans le grave, c'est-à-dire que c'est des wedges qui descendent assez bas, si on en a envie, et il y a très peu d'ondes arrière. Ce qui, évidemment, nous arrange parce que on passe notre temps à se faire engueuler par les mecs de façade parce qu'on est trop fort sur scène. Il y a énormément d'enceintes qui au fur et à mesure, quand on commence à les pousser, il y a autant de graves derrière que devant. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça reste contrôlé. Il y a plus de son devant que derrière. Il y a certains wedges, sans les citer, qui, quand on commence à pousser, voilà, c'est effectivement quand le mec de façade nous appelle en disant viens écouter ce que tu me renvoies, d'un coup on se rend compte on a l'impression qu'il y a plus de graves derrière, en tout cas qui arrivent que sur la scène. Okay. Donc ça c'est quelque chose qui est important à souligner. Cette maîtrise du travail qui se poursuit vraiment dans le bas du spectre. Alors, un des avantages, le fait qu'on ait la possibilité d'avoir un bon niveau dans le grave, c'est très souvent, enfin en tout cas dans le passé, quand on travaillait en retour, on servait du retour du retour de grave de la façade. Du système de façade, ouais. Les systèmes line array ont été effectivement bénéfiques pour plein de raisons. Nous, sur scène, on s'est retrouvé un petit peu tout nu. Voilà. Alors, quand on rajoute en plus les subcardio, très souvent, on s'est un peu retrouvé nus ou en tout cas peu habillés. Donc, du coup, on a besoin d'avoir des wedges qui nous permettent de fournir cette partie du spectre tout en restant maîtrisé. Qui est peut-être un besoin nouveau qu'on n'avait pas auparavant. On avait beaucoup moins besoin avant. Alors, il y a deux solutions. Il y a soit on met des sides massifs et dans lequel cas, là, on rencontre des problèmes avec le mec de façade parce que, évidemment, les sides vont avoir tendance à arroser toute la scène et à polluer un petit peu. Et oui, c'est un peu exactement. Avec les sides. Là, l'avantage, c'est qu'on peut mettre pied basse dedans. Ça descend suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de faire un rajout de sub. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Avoir moins recours au side. Complètement. Mais pouvoir générer ce bas, ce pied de grosse caisse. Et ce qui est extrêmement intéressant avec ce wedge-là, c'est que alors je sais que je me répète un petit peu, mais cette balance tonale, à faible niveau, on l'a déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attaquer le wedge très fort pour avoir du grave. On l'a déjà. C'est ce qui permet si on fait des prestations où on a besoin d'un son très beau, limite hi-fi, ou pour des musiciens compliqués, et on sait tous que par exemple les musiciens de jazz peuvent être extrêmement exigeants, on a ce velours-là, ce haut, tout est là. Donc on n'est pas simplement dans cette application où il y a besoin de faire du niveau, d'avoir ce son mordant pour passer à travers le son de scène pour toucher un artiste qui fait dans de la musique amplifiée poussée à son paroxysme. Si on a quelqu'un qui fait de la musique du monde, qui est de la musique plus électroacoustique, plus acoustique, complètement. On a un intérêt à utiliser ce genre d'outil. Complètement. Là, oui, complètement. Et le fait justement d'avoir toute cette puissance-là, ça nous permet d'avoir une dynamique disponible qui est extrêmement importante. Parce que jazz, oui, mais on peut demander aussi des niveaux un peu plus élevés en jazz. Et là, on a la possibilité, c'est-à-dire qu'à aucun moment donné, la boîte est au niveau de maximum. C'est-à-dire qu'on a réellement, je compare ça une fois de plus à une grosse voiture, mais on peut conduire tranquillement et on sait que si on a besoin d'accélérer, on appuie sur la pédale et on double.
Il y a cette possibilité-là. Et ça, c'est et le fait d'avoir à bas niveau déjà une définition qui reste, qui est là. Et ce qui est extrêmement important, c'est là qu'on peut bénéficier dans ce genre de cas de l'intelligibilité, l'articulation, le fait que tout soit défini à faible niveau comme à fort niveau, c'est un avantage énorme parce que si on travaille avec un artiste sur une petite scène, il va vouloir un niveau assez faible. Le lendemain, on passe sur une grosse scène, on a besoin de monter un peu monter le niveau, envoyer un peu du bois, comme je dis, on peut le faire. Il y a certains systèmes, si on passe d'une petite scène à une grande scène, on peut se retrouver vite embêté. Là, il y a voilà, on a de la puissance. C'est comme conduire une belle voiture. C'est-à-dire que on peut se faire plaisir et en même temps, s'il y a besoin d'accélérer, on peut le faire. Et effectivement, on peut aussi on bénéficie aussi de ce contrôle de directivité dans ces cas même de musique plus acoustique. C'est bien évidemment aussi l'intérêt de continuer à effectivement d'éviter de polluer les copains. Complètement, ouais. Et je vois qu'il y a des questions. Peut-on oui. Première question, oui. Oui, peut-on attaquer les amplis K42 en Dante? Alors effectivement, les IK42, vous pouvez les attaquer en analogue, en AES et en Dante. Sur les quatre entrées distinctes, vous pouvez choisir dans le routing effectivement quel type de modulation vous souhaitez envoyer. Et ensuite, au niveau de la directivité, quelle est l'ouverture horizontale au-dessus du wedge et à distance moyenne? Oui, bonne question. Alors en fait, l'ouverture horizontale, elle atteint 60 degrés dans sa version supérieure, c'est-à-dire dans l'axe au-dessus lorsque l'artiste se trouve au-dessus du wedge, et ça va en se resserrant à 30 degrés vers le bas du wedge, donc lorsque l'artiste se retire. Voilà. Oui. C'est pour la partie pour les chiffres. Pour les chiffres. Est-ce que tu nous montres un peu? Alors ça c'était intéressant cette histoire parce que tu nous avais parlé de cette histoire avec Rulio de la reverb très longue, reverb brillante que tu vas un petit peu nous faire écouter pour le genre de test que tu t'es amené à faire, parce que pour toi c'était un petit peu des cas un peu extrêmes. Complètement. En fait, voilà, à travers les années c'est un des avantages d'être vieux, c'est que forcément j'ai des années d'expérience derrière moi, et donc forcément, je considère ça un petit peu comme des aventures. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaille avec un nouvel artiste, c'est une nouvelle aventure, et on découvre des choses. Des fois, on est poussé dans nos retranchements. On est amené à faire des choses qu'on ne connaît pas forcément. C'est évident qu'avant de travailler pour Rulio, j'avais jamais foutu une reverb de 10 secondes sur un chanteur. Ça m'était même pas venu à l'esprit. Même si j'avais tendance à utiliser des reverbs assez longues pour... et les chanteurs appréciaient généralement, juste pas par... en fait, c'était juste pour essayer de matcher parce qu'un chanteur, il cherche la projection de la voix. C'est-à-dire qu'il chante et il veut que sa voix soit portée comme si c'était un prolongement avec la façade. Ça, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné, que j'ai découvert assez tôt. Maintenant, de là à mettre 10 secondes de reverb, à moins de jouer dans le Taj Mahal, il n'y a pas de salle avec des temps de reverb de cette taille-là. Enfin, c'est assez rare. Et en tout cas, pas dans ces fréquences-là. C'est arrivé, pour les plus anciens, il y a certaines salles, genre le Palais des Sports de Lyon, qui avaient une reverb qui approchait, je crois, les 8 ou 9 secondes dans le grave. Mais dans le médium, c'est assez rare de tomber sur des temps de reverb comme ça. Et là, ça permettait de donner à côté un match. Après, sur Rulio, ça avait du sens parce qu'il chante comme ça. Pour lui, c'est comme un instrument. Donc du coup, alors autant vous dire que les premiers temps, j'ai ramé, c'était un vrai challenge. Parce qu'il était évident que c'était impossible de le convaincre que c'était pas une bonne idée d'utiliser ce genre de reverb. Pour la petite histoire, j'étais 34e mec de retour en 2 ans. Voilà. Et j'ai réussi à tenir quasiment 11 mois, ce qui était un record, puisque je crois que ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé que quelqu'un tienne aussi longtemps. Donc je me suis accroché, j'ai pris des tôles, évidemment ça n'a pas été un succès tout de suite, mais ça m'a permis d'apprendre à maîtriser les reverbs, de savoir comment m'en servir. Et du coup, maintenant,
alors après, j'ai jamais recroisé de personnage comme lui, et quelque part, ça me va bien. C'est un clin d'œil pour lui si jamais il regardait, mais il regarde pas. Mais par contre, je sais que je sais maîtriser ce genre de choses. Et j'ai envie de savoir si les wedges que je vais utiliser me permettent ce genre de délire. À savoir que sur une des dernières tournées que j'ai faites en France, qui était avec Damien 16, il y a un ou deux morceaux, il m'a dit mon rêve, ça serait qu'il y ait une reverb qui parte vers l'infini. Et j'ai pu le faire. Et j'ai marqué des points ce jour-là. Je lui ai mis une reverb de 8 secondes sans que ça parte. Par contre, j'ai été obligé de travailler vraiment les EQ pour pouvoir le faire. Donc là, évidemment, c'est assez rapidement, même dès le premier jour, où je me suis dit, ok, on va voir ce que ces bestioles-là ont dans le sac et voir comment elles se comportent avec des reverbs aussi longues que ça. Bon, après, ça a été avantagé aussi parce que la qualité de la reverb est effectivement hyper importante. Sur Olio, j'avais une 480, Lexicon qui est une très belle reverb. Là, sur la LNNIF, et j'en profite juste pour dire ça, même si c'est pas un webinaire sur la LNNIF, mais la qualité des effets qui sont dans la console est juste absolument hallucinante. Pour moi, c'est de loin les meilleurs effets embarqués sur une console. Donc ça aidait aussi. Et je voulais voir comment c'était retranscrit dans les wedges. Donc peut-être faire une petite démo, même si évidemment chez vous, sur l'ordinateur, ça va pas forcément vous parler. Après, il faudra les essayer en vrai. Et je vous conseille de le faire. Alors, ça sera effectivement l'objet de... vous aurez la possibilité, à la fin de cette vidéo, de tout simplement, vous aurez un lien sur lequel vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour nous indiquer que vous souhaitez tout simplement découvrir les wedges dans notre studio à Paris, et vous serez les bienvenus. Voilà. Donc Xavier, aux manettes. Alors je sais pas. Donc ça c'est un niveau de voix, on va dire ça commence déjà à être assez balèze. Le wedge est complètement flat au niveau de l'EQ. Et là donc j'ai mis une petite reverb de 10 secondes. Vous voyez, c'est enfin, je sais pas si on se rend compte vraiment derrière un ordinateur, mais je peux vous dire qu'il y a déjà un certain niveau. Voilà, je bronche pas, mais je saigne à l'intérieur. Voilà, et donc ça c'est flat. C'était pour vous donner une petite idée du genre de niveau qu'on arrive à avoir comme ça sans travailler. C'est avec un seul wedge. Donc ça, j'en profite pour donner juste un petit conseil pour s'il y a des collègues de retour qui regardent. Pour ceux qui travaillent avec des wedges en mono, très souvent on commet l'erreur de renvoyer l'effet stéréo dans les wedges mono. Et ça, c'est une erreur. Faites l'essai si jamais vous l'avez pas déjà fait, mais renvoyez qu'un seul côté de la reverb. Parce que le problème donc de renvoyer la reverb en stéréo, c'est que ça fait une sommation mono avec tous les problèmes de phase que ça inclut. Et vous allez avoir des problèmes de Larsen beaucoup plus rapidement que si vous avez juste un côté de la tranche. Okay. Ça paraît logique comme ça, mais pendant des années, j'ai pas pensé à ça. Et c'est un ingénieur américain que j'ai assisté, que j'ai eu la chance de rencontrer assez tôt dans ma carrière en 93, qui m'a expliqué. Et effectivement, la différence est absolument bluffante. Donc là, ça c'était juste avec le X500, un seul. Si vous en mettez deux en stéréo, ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. C'est l'image stéréo de ces wedges-là, grâce à ce contrôle de la directivité, grâce au fait que ça soit un coaxial, c'est bluffant. C'est-à-dire que l'image stéréo est large, il y a une profondeur de champ, c'est-à-dire que si on se met à écouter de la musique, ça fonctionne aussi. Parce qu'il y a plein de wedges qui soit vont bien sonner quand on va mettre un fichier audio dedans, on va se dire bah, c'est génial, et après par contre on va essayer de sortir un gros niveau de voix, et ça va être un cauchemar. Là, il y a réellement la possibilité des deux. C'est-à-dire que quand on écoute de la musique, et ça m'a réellement pas choqué, mais impressionné. La première fois que j'ai écouté le multipiste, où j'ai pu mettre au fur et à mesure les instruments, et la scène, comment dire, oui, la scène, l'image stéréo, les placements sont juste fantastiques. Cool, voilà, super.
Et alors je voulais revenir, tu nous avais parlé un petit peu de ton expérience avec les LE 1200 Oui. à l'époque. Et du coup, comment pour les gens il y a pas mal de gens qui les ont utilisés, ces séries LE. Oui. Est-ce que tu pourrais un petit peu, avec nos mots aujourd'hui, c'est les seuls outils qu'on a pour essayer de partager les ressentis entre un LE 1200 et un XE 300. Est-ce que tu pourrais qualifier un petit peu Pour moi, les L1200 étaient en haut du panier à l'époque. Là, ils ont fait un pas massif en avant. C'est un animal complètement différent. On retrouve cette couleur Martin, évidemment, parce que il y a une marque de signature là derrière. Mais par contre, c'est une bête complètement différente. C'est-à-dire que on passe d'une voiture berline à une Formule 1. Clairement, c'est un Le 1200 qui est une très bonne boîte. On va arriver assez rapidement. C'est capable de délivrer des niveaux absolument phénoménaux aussi. Déjà, parce que je les ai utilisés sur la tournée de Damien 16 en 2013 et je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Ludo de Soundlight Up était venu faire un reportage et il avait mesuré des pics à 128 ou 129 dB au point où Damien chantait. Donc il y a possibilité de vraiment envoyer du steak, comme on dit. Déjà. Mais on arrivait plus rapidement à une étape où on sentait que la boîte était... ce phénomène de compression physique. Exactement. De l'excursion. De l'excursion. La directivité était un peu moins bien maîtrisée que là. J'avais été obligé de mettre beaucoup plus de wedge. On n'était pas en coax, on était complètement en pavillon. Et la directivité faisait que on est obligé de mettre plus de boîtes pour couvrir tout l'espace. Si je devais refaire Damien avec ces boîtes-là, je serais obligé d'en mettre beaucoup moins. Après, il y a plein de possibilités qui sont... J'ai essayé de recréer les situations que j'ai vécues lors de toutes ces années d'expérience. C'est de voir différentes configurations. C'est-à-dire avoir deux XE500, deux XE300, faire éventuellement un mélange avec deux XE500 et deux XE300 pour les artistes qui ont besoin d'un gros niveau, ou pour un plateau télé où on peut pas mettre de side, ou alors il faut les accrocher, mais avec le problème de polluer, et du coup de polluer le son façade, mais aussi le son antenne, qui est extrêmement important, qui est peut-être le plus important dans ce genre d'événement. Le fait d'avoir deux XE500 un peu éloignés, en mettant les pattes, on peut faire un mix complet de musique dedans, et dans les XE300, mettre juste les voix avec les reverbs, etc. Et ça permet d'atteindre des niveaux... quand j'ai fait les essais, c'est monstrueux. On a l'impression d'avoir une petite façade. Et je vais donner une petite anecdote, et je pense qu'il m'en voudra pas de le citer, mais on a eu la chance de recevoir Philippe Dubiche, qui est le mixeur façade de plein d'artistes, et notamment de Massive Attack maintenant depuis quelques années. Et quand il est venu les écouter, il était persuadé qu'il y avait un sub à côté, qu'il y avait... il m'a dit, mais je savais pas que des retours pouvaient avoir un niveau pareil et une qualité pareille, avec autant d'impact. Parce que c'est plus ça que... Oui, il y a du grave, mais ce qu'on cherche surtout, c'est l'impact. C'est-à-dire que le pied... C'est-à-dire que c'est pas du grave qui bave. Non, c'est sec, c'est précis. C'est ce côté tenu. Voilà, exactement. Et donc, il m'a dit, mais je savais pas que des enceintes pouvaient faire ça, sinon je me mettrais à faire des retours. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, ingénieurs du son retour, parce que s'il fait le même genre de son sur scène qu'il fait en façade, il va tous nous piquer notre job. Donc, ça c'est un petit clin d'œil pour lui, mais il avait été surpris, il n'arrivait pas à croire que c'était avec les XE300. Il était absolument incapable, il me disait, c'est pas possible. C'est vrai que le XE300, le XE500, il a une certaine taille, donc on s'attend à ce que ça envoie. Mais ça envoie encore plus que ce qu'on peut imaginer. Et le 300, c'est vrai que quand on voit cette petite bestiole, on pense que c'est inoffensif, mais ça peut... Il peut mordre aussi. Ça peut mordre, comme un petit pitbull. D'autres questions, n'hésitez pas, hein. C'est le moment. Alors c'est vrai que tu parlais de cette signature sonore Martin Audio. Moi je veux bien qu'on en parle parce que c'est vrai que ces wedge Martin, les LE1200, les LE1500, je les ai trimballés pas mal. Et puis il y a un petit peu vis-à-vis de Martin Audio cette connotation rock'n'roll dont on parlait tout à l'heure. Alors toi, est-ce que la signature sonore
sur les XE, elle a un petit peu changé comment Oui, qu'est-ce que tu dirais? Oui, elle a changé, elle a évolué. C'est-à-dire que parce que à l'époque c'était la technologie qui était utilisée à l'époque, c'est un système avec un woofer et une trompe. On disait souvent que les Wedge Martin avaient un côté coin-coin, un côté médium. Parce que ce qu'ils recherchaient, c'était le fait d'avoir l'intelligibilité, le fait que on puisse sortir la voix d'un chanteur. Bon, à l'époque, ils étaient surtout utilisés en rock à cause de ça, parce que ok, c'était peut-être pas les Wedge qui sonnaient le mieux au monde, mais par contre, on faisait sortir une voix. Et ça, c'est quand même le job d'Air Tour, c'est d'arriver à garder cette intelligibilité, à trouver à savoir où on est. Les Wedge à la base, c'est un repère de travail. C'est faire en sorte pour que les musiciens s'entendent et que le chanteur s'entende. À la base, c'était ça. Maintenant, la technologie nous permet de faire des mix de plus en plus complets. Pour ceux qui utilisent des ears, d'ailleurs, ça a même été dans des dérives où quelque part, ils chantent sur un CD et je suis pas sûr que ça soit vraiment la meilleure des choses. D'ailleurs, ça n'a pas forcément amélioré les performances live de plein d'artistes. Donc, il y a cette signature sonore, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette possibilité de garder l'intelligibilité même à très fort niveau. Mais ce côté coin-coin a disparu. Il y a la possibilité c'est-à-dire qu'ils ont cette maîtrise du médium que n'ont pas beaucoup d'autres marques. Ils ont cette possibilité, c'est-à-dire que si on a besoin d'avoir les fréquences de la voix qui passent par-dessus tout le reste, c'est maîtrisé. On a la ressource. Voilà, on a la ressource pour faire exactement. ça. Ouais. Si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop prononcé, vous pouvez l'égaliser. C'est toujours plus facile d'enlever une fréquence qui vous gêne que de rajouter quelque chose qui n'existe pas. C'est valable dans tout, dans le grave, c'est bien plus simple. Ok, vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de 2 kilos, vous l'enlevez un peu, mais vous savez que c'est là si vous en avez besoin. Si je te comprends bien, donc il y a les Wedge dans lesquels on veut faire du beau son, envoyer un CD, que ça soit joli, et puis il y a des applications où là on recherche l'efficacité pour passer à travers le son de scène. Et alors malgré tout, est-ce que ces bébêtes, on peut faire du joli son? Oui. Il y a moyen. Alors, complètement. On peut faire complètement. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a la possibilité de faire à la fois de l'efficace et du à très haut volume, et en même temps, mais même quand c'est à très haut volume, ça reste toujours cohérent. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça se met pas à être une horreur. Alors oui, ça va vous faire mal parce que la pression sonore est telle, parce que je sais plus à combien ça peut pousser, mais 143 dB, je crois, pour le X500. C'est des volumes qui sont juste monstrueux. Évidemment qu'on va pas aller à ce genre de niveau-là, mais on a la possibilité, la boîte encaisse ça. C'est-à-dire qu'avant que ça commence à être un problème, vous allez jusque-là. Et le fait d'avoir cette réserve-là permet justement d'avoir cette aération du son. On reconnaît sa voix quand on parle dedans. Alors, je sais pas si c'est bien imagé, mais oui, ça on reconnaît sa voix. C'est-à-dire que il y a pas, on n'a pas l'impression que sa voix passe dans 2 tonnes de trafic, que c'est compressé, que plus on va monter en niveau, parce qu'il y a certaines marques qui utilisent une fréquence la fréquence de crossover qui bouge selon le niveau, de façon à soulager l'une ou l'autre donc un traitement dynamique, du coup, qui affecte aussi le fréquentiel. Complètement. Et donc le timbrage. Le timbrage, exactement. Donc ça on n'a pas ce problème-là. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de marques, en tout cas j'ai remarqué ces derniers temps, qui ont tendance à sortir des boîtes un peu hybrides, c'est-à-dire qu'on peut faire, donc c'est du coaxial, on peut faire à la fois des wedges, à la fois de la façade. Mais quelque part, alors c'est peut-être un petit peu arrogant ce que je vais dire, mais elles font ni l'un ni l'autre très bien. Et ça, c'est réellement un outil qui est destiné à faire des retours. On peut faire des petits sides avec, moi j'ai pas précisé, mais les 500, et ça je serais curieux de les entendre dans cette configuration-là, peuvent être accrochés, les X300 aussi, dans un petit club. Vu la bande passante de ces wedges-là, je pense sincèrement que vous en mettez un par côté accroché, éventuellement avec un petit caisson de sub en dessous, et je pense que ça fait des sides absolument monstrueux. Voilà, mais c'est réellement des retours de scène. Il n'y a pas eu de compromis fait.
à se dire, ça peut servir aussi, même si je pense que les 500 avec un sub de chaque côté, ça pourrait faire des petites diffusions, probablement. Alors effectivement, ce qui serait intéressant, là tu m'y fais penser, c'est que si on les suspend, ces wedges-là, en fait l'idée, ça serait de le suspendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette partie-là se retrouverait en haut, et du coup, on aurait effectivement la directivité plus resserrée sur la partie supérieure, qui du coup projetterait le son un petit peu plus loin, mais avec une largeur qui deviendrait pas illimité, qui justement qui serait maîtrisé, et à l'inverse sur la proximité, donc cette fois on serait sur la partie basse du wedge qui est habituellement au-dessus ici, où on ouvrirait un petit peu plus large pour entre guillemets ce qu'on appellerait les premiers rangs, pour ceux qui vont se trouver juste en dessous en fait, et qui auraient quand même une certaine latitude de se déplacer. C'est pour ça que je serais extrêmement intéressé. Je peux pas en parler parce que j'ai pas fait ce test-là, mais ça me semble une boîte qui pourrait complètement remplir ce genre de rôle. Voilà, c'est réellement, j'ai envie de dire, c'est pour moi une énorme avancée. C'est un énorme pas qui a été fait en avant sur le développement des retours et cette capacité à maîtriser la directivité du son, garder la qualité sonore même à très haut niveau. Toujours ce respect de la balance tonale entre faible niveau ou haut niveau, c'est hyper important. Parce que, je le disais tout à l'heure, je me répète un petit peu, je suis vieux, faut me pardonner, mais si on passe d'une petite salle à une grande salle avec le même artiste, si on monte le son, voilà, ça va pas tout changer, ça va pas s'écrouler. Or, il y a certains wedges, ils sonnent très bien quand ils sont pas forts, et quand on se met à travailler fort, on est obligé de faire des compromis. On va commencer à les égaliser un peu parce qu'on sent que le haut-parleur, on pousse dans ses retranchements, que l'excursion, elle est limitée. Là, la résonance de la boîte, tout ce qui peut interférer. Tout ce qui peut interférer. Et ça, c'est un énorme avantage. Parce que c'est du coup polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut très bien envoyer ça pour faire de l'événementiel. On a fait l'essai avec des micro-cravates, voilà, on arrive à sortir un niveau de cheval. Donc même pour un meeting politique, vous mettez 2 petits X300 et les micro-pupitres, vous allez les sortir, il n'y a plus de problème. Voilà, c'est polyvalent. Super résumé. Merci. En tout cas, c'est un vrai coup de cœur. Voilà, c'est cool. Voilà. S'il y a d'autres questions? Non. Plus trop de questions pour le moment. Bon, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez, si vous avez d'autres questions, donc sur le lien qui vous est communiqué maintenant, n'hésitez pas, effectivement, à nous envoyer vos questions. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous faire signe, tout simplement, pour venir nous voir à Paris, dans ce studio, écouter les wedges, tester les consoles, les D-Live, les autres, les SQ. On est là pour vous. C'est comme un magasin de bonbons. Et puis on a la chance de faire un métier où on rencontre des gens comme Xavier, dont voilà, on se connaissait pas auparavant, et voilà, grâce à ce concours de circonstances, peut-être un petit peu malheureux de ces derniers mois, au moins il y a quand même ces moments, ça a permis ce genre de rencontre, bien agréables. Et puis Xavier, je sais pas si vous le ressentez, mais moi j'ai été frappé par cette sincérité dans la démarche, cette authenticité, cette humilité aussi, malgré cette expérience complètement dingue. Et voilà, je voulais merci pour ta passion et de la partager avec nous, parce qu'elle nous fait du bien. Ouais, c'est réciproque. Et j'ai rencontré ici à Algam des gens passionnés, et parce que c'est rare quand on est utilisateur de rencontrer les distributeurs, les gens qui sont derrière les marques, les chefs de produits. La plupart du temps, quand on a des contacts, c'est quand on a un problème, et donc c'est par téléphone, et c'est toujours dans des moments stressants. C'est pas forcément dans des moments de convivialité. Et ici, j'ai trouvé un repère de gens passionnés, de gens charmants. Voilà, je fais une dédicace à tous les gens que j'ai pu rencontrer, que ça soit ici à Paris. J'ai eu la chance d'aller visiter aussi les locaux à Nantes. Et voilà, il y a plein de gens qui sont animés par une passion qui est la musique, de façon générale.
parce qu'Algam entreprise, mais c'est aussi Algam au-dessus, et je n'avais aucune idée de la taille et des marques qui étaient représentées par cette société. Et j'ai rencontré, voilà, que ça soit du sommet jusque dans les plus petits des bureaux, plein de gens qui sont passionnés et qui sont à l'écoute. Et c'est vrai que cet endroit à Paris, donc d'Algam entreprise, il y a on s'y sent bien. La preuve, c'est que j'y ai squatté quelques nombreuses journées en pensant que j'allais repartir le lendemain, et au bout de la semaine, j'étais toujours là, parce qu'il y a plein de marques à essayer. Il y avait donc ces consoles, ces Wedge, puis bon, toutes les autres marques qui sont là. Et c'est vrai que l'endroit est magique. Le quartier est top, et on n'imagine pas un seul instant que dans Paris on puisse faire ce genre d'essai, ce genre de test, sans contrainte de temps, sans contrainte de volume sonore. Voilà, il y a plein d'instruments de musique, on peut essayer ce qu'on veut, comme on veut, et se faire une vraie idée. Je vous invite réellement, sincèrement, à prendre contact avec eux si vous voulez venir essayer les Wedge, ou les consoles, ou ce qui vous passe par la tête, mais c'est même ne serait-ce que pour rencontrer les gens qui sont ici, parce que c'est le top. Voilà. Et merci Christian pour ton petit clin d'œil. Christian et Léna. Voilà. En bas, au sud, au soleil. Petit vénard. Merci à tous. Merci beaucoup. Et très bonne journée. Bonne journée. Prenez soin de vous, et puis à très vite sur les routes. À très bientôt. Au revoir.